Bonjour. Cet après-midi, nous sommes sur l'un des systèmes de purification que j'ai installé dans un ranch. Ce purificateur fonctionne depuis environ 2 ans. C'est pour cette raison que certains éléments peuvent paraître un peu usés, mais le système fonctionne toujours parfaitement. Ce premier réservoir a une capacité de 1100 litres et stocke l'eau brute, c'est-à-dire l'eau non traitée qui arrive directement du robinet par une canalisation en PVC. La canalisation arrive jusqu'à cette pompe à eau. Cette pompe est chargée de remplir ce réservoir. Comme vous pouvez le voir, à partir de cette pompe par la tuyauterie qui alimente ce premier réservoir d'eau. Comme nous pouvons l'observer, nous suivons la tuyauterie en PVC qui sort de la pompe à eau. Elle arrive jusqu'au remplissage du réservoir d'eau non traitée, aussi appelé eau brute. Dans cet endroit, l'eau présente une teneur d'environ 500 parties par million de sel. Dans ce cas précis, le remplissage est contrôlé par un flotteur électrique. Celui-ci active et ouvre une vanne solénoïde. En même temps, il met en marche la pompe à eau. De cette manière, le réservoir commence à se remplir. Une fois le réservoir plein, le flotteur électrique se désactive. La vanne solénoïde se ferme. Et la pompe à eau s'éteint également. C'est une manière de procéder. Mais il est aussi possible de le faire de façon plus conventionnelle, avec un flotteur mécanique. Lorsque le réservoir est plein, le flotteur mécanique ferme la vanne d'entrée d'eau. Ainsi, le remplissage s'arrête automatiquement. Cependant, il est recommandé que le remplissage de ce réservoir se fasse à l'aide d'une pompe à eau. Cela permet un remplissage plus rapide lorsque la machine est en production. En effet, une fois que la machine démarre pour traiter l'eau, elle commence à aspirer l'eau du réservoir d'eau brute. Si le réservoir ne se remplit pas de manière rapide et constante, il peut arriver qu'il se vide complètement. Dans ce cas, la production d'eau s'arrête. À ce stade, nous pouvons observer le point où l'eau brute sort du réservoir vers la première pompe à eau. Cette première pompe à eau est incluse dans le pack qui a été livré. Il est important d'utiliser systématiquement des raccords union. Cela permet de retirer la pompe facilement lorsqu'un entretien est nécessaire. Ou, le cas échéant, de la remplacer. Comme nous pouvons l'observer, cette pompe est équipée de 2 raccords union. Cela permet, si nécessaire, d'effectuer un entretien ou de remplacer la pompe en cas de panne. De la même manière, il est important d'installer des raccords union à chaque étape du système de purification de l'eau. Ainsi, si l'on doit retirer un composant, comme un filtre, une pompe, le système d'osmose inverse, ou tout autre élément, l'intervention peut se faire rapidement et simplement. Comme nous pouvons le voir, l'eau brute arrive à cette première pompe. Celle-ci est contrôlée par ce contrôleur automatique, aussi appelé pressostat, qui gère son démarrage et son arrêt. Ce contrôleur automatique contribue grandement à l'automatisation du système. Nous commençons à suivre le parcours de la tuyauterie de l'eau. Et nous arrivons à cette première vanne à boisseau sphérique. Elle permet, si un entretien ou une réparation est nécessaire à une étape du processus de purification, d'intervenir sans difficulté et d'empêcher l'eau de circuler pendant l'intervention. Maintenant, nous voyons le manomètre à glycérine, qui indique la pression de la première pompe. Pour l'installation de ce manomètre, il est nécessaire d'utiliser un raccord en T avec une réduction en 1/2 pouce. Ensuite, on installe un coude, puis une réduction spéciale en 1/4 pouce, afin de pouvoir visser le manomètre. Comme nous pouvons le constater, le manomètre indique une pression supérieure à 20 psi. C'est pour cette raison que la pompe est actuellement à l'arrêt. Maintenant, nous voyons le raccord en T suivant. Sur celui-ci, on installe une vanne à boisseau sphérique, afin de pouvoir purger le système en cas d'entrée d'air. Dans ce cas précis,
J'ai dû installer un bouchon pour des raisons de maintenance. Cependant, à cet endroit, une vanne de purge doit normalement être installée. Nous poursuivons le processus. Et nous voyons ici un raccord union. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est nécessaire d'installer un raccord union à chaque étape du système. À partir d'ici, le système se connecte au premier filtre manuel. Il s'agit du filtre à zéolite ou filtre à sable de silice. Sa fonction principale est de retenir toutes les particules de saleté, comme la terre, ou toute autre impureté provenant de l'eau brute. Maintenant, nous poursuivons la connexion vers la vanne suivante du réservoir de charbon actif, en veillant toujours à installer un raccord union. Sur cette même vanne, nous pouvons voir qu'un autre tuyau est raccordé. Ce tuyau sert à évacuer l'eau de rejet produite lors de la maintenance par rétrolavage de ce filtre. À l'aide de la vanne manuelle, on la positionne en mode rétrolavage et on laisse le processus fonctionner pendant environ 15 minutes. Ensuite, on tourne la vanne vers la position suivante afin d'éliminer l'eau de rejet. Dans les deux positions, l'eau s'écoule par cette connexion et arrive dans ce tuyau vert, qui est ensuite dirigé vers le drain, car cette eau de rejet n'est plus utilisable. Ce même circuit de rejet est partagé avec la vanne du filtre suivant. La procédure est identique. Lors du rétrolavage, l'eau de rejet s'écoule par la sortie de rejet et est dirigée vers le drain, au moyen de la même tuyauterie verte. Nous poursuivons le processus vers la vanne suivante du réservoir de résine. Cette vanne est différente des autres, car elle est automatique et réalise le rétrolavage de manière entièrement automatisée. Cette vanne se règle à l'aide des ergots métalliques visibles sur ce cadran, semblable à une horloge. Chaque ergot correspond à un jour de fonctionnement. En fonction de la fréquence de rétrolavage souhaitée, on sélectionne les ergots appropriés. Par exemple, si l'on souhaite un rétrolavage quotidien, tous les ergots sont activés. En revanche, si l'on souhaite un rétrolavage tous les 3 jours, on active un ergot. On laisse les 2 suivants désactivés, puis on active le 3e. De cette manière, le système effectue un rétrolavage 1 jour sur 3. De façon régulière et automatique. Pour activer un ergot, on le tire vers l'extérieur. Pour le désactiver, on le pousse vers l'intérieur. Lorsque le rétrolavage démarre, cette aiguille commence à tourner, jusqu'à effectuer un tour complet. À cet endroit, nous pouvons voir l'indication des heures de la journée. Cette horloge doit être réglée à l'heure actuelle. Si l'heure ne correspond pas, elle peut être ajustée afin qu'elle coïncide correctement. Le rétrolavage est programmé pour s'effectuer à 2 heures du matin. Si l'horloge n'est pas correctement réglée, le rétrolavage peut se déclencher à un autre moment, et ainsi interrompre le processus de purification de l'eau. Nous maintenons appuyé le bouton rouge situé ici, afin de pouvoir manipuler la grande roue dentée et régler l'horloge à l'heure actuelle. Par exemple, s'il est 7 heures du soir, il faut positionner l'indicateur sur 7 heures en mode PM. À l'arrière de la vanne automatique, nous pouvons trouver le câble d'alimentation électrique. Cette vanne doit être raccordée à une alimentation de 110 volts, afin de fonctionner de manière automatique. Du côté droit de la vanne, nous pouvons trouver où nous devons raccorder ce petit tuyau noir, qui peut parfois être bleu, blanc ou d'une autre couleur. Ce tuyau est relié au réservoir de saumure. Par son intermédiaire, l'eau salée provenant du réservoir est aspirée.
afin de réaliser le rétrolavage correspondant. Ce même tuyau permet également de remplir à nouveau le réservoir de saumure en eau. En effet, ce réservoir doit toujours contenir de l'eau, afin que la saumure puisse se dissoudre correctement. À l'intérieur du réservoir de saumure, en plus de l'eau, il doit y avoir des pastilles de sel. Celles-ci sont ajoutées jusqu'à un certain niveau, généralement jusqu'à environ un quart du réservoir de saumure. Ces pastilles se dissolvent progressivement, au fur et à mesure des cycles de rétrolavage du filtre à résine. Il est simplement important de vérifier qu'il y ait toujours du sel dans le réservoir de saumure. À l'intérieur du réservoir de saumure, la première chose que l'on peut observer est ce cylindre. À l'intérieur de celui-ci se trouve un flotteur. Ce flotteur empêche le réservoir de saumure de se remplir excessivement et d'entraîner un débordement d'eau. Par ailleurs, il permet également l'aspiration de l'eau, au moyen de la vanne automatique de l'adoucisseur. Ainsi, le réservoir de saumure ne doit être rempli qu'à un certain niveau d'eau. Cependant, ce niveau est géré automatiquement par le système. Ainsi, comme nous l'avons vu, l'eau brute entre d'abord dans ce premier filtre à zéolite. Elle passe ensuite par le second filtre à charbon actif. Enfin, elle traverse le troisième filtre, à base de résine cationique. Sur ce dernier, les connexions se trouvent à l'arrière. Comme nous l'avons également vu, les connexions de rejet sont partagées entre le premier et le second filtre, c'est-à-dire entre le filtre à zéolite et le filtre à charbon actif. Dans le cas de la vanne de la résine, la sortie de rejet se situe à l'arrière. Dans cet exemple, le rejet s'effectue au moyen d'un tuyau vert d'1 demi-pouce. Dans d'autres configurations, le rejet peut sortir par un raccord rapide d'1/4 de pouce. À partir d'ici, nous poursuivons le parcours de purification de l'eau. Depuis le filtre à résine, l'eau passe vers un filtre à sédiments de 5 microns. Ce filtre permet d'éliminer toute particule pouvant provenir des étapes de filtration précédentes. En poursuivant le processus, nous arrivons à une vanne, qui nous permet également d'effectuer la maintenance de la pompe haute pression, sans que l'eau ne circule dans le système. En poursuivant le processus, nous arrivons à la connexion avec la pompe haute pression. Celle-ci est également contrôlée par un contrôleur automatique, aussi appelé pressostat. À partir d'ici, nous poursuivons le parcours de la tuyauterie. Cette tuyauterie passe à l'arrière des grands filtres et arrive en premier lieu à une vanne solénoïde de 3/4 de pouce. Cette vanne est la principale, celle qui démarre ou arrête la production d'eau. Lorsqu'elle s'ouvre, les pompes de production se mettent en marche et le réservoir d'eau purifiée commence à se remplir. Cette vanne est contrôlée par un flotteur, installé dans le réservoir d'eau purifiée. De cette manière, lorsque le niveau d'eau devient bas, le flotteur envoie le signal électrique. La vanne s'ouvre et la production redémarre automatiquement. À partir d'ici, nous poursuivons le flux, et nous arrivons à ce que l'on appelle l'osmose inverse. On y trouve deux connexions.
l'une de 3/4 de pouce et l'autre d'un demi-pouce. La connexion d'un demi-pouce doit simplement être obturée avec un bouchon, car elle n'est pas utilisée de ce côté. La connexion de 3/4 de pouce, en revanche, est celle sur laquelle la tuyauterie est raccordée. À l'intérieur de ce carter en acier inoxydable se trouve une membrane qui permet de séparer les sels. Cette membrane possède un sens de fonctionnement précis. Il est donc très important de bien vérifier le point d'entrée et le point de sortie de l'eau. Dans le cas contraire, le système ne fonctionnera pas correctement. La membrane elle-même indique clairement son sens d'installation. De l'autre côté du système d'osmose inverse, on trouve également deux connexions, qui sont, dans ce cas, des sorties. La connexion de 3/4 de pouce correspond à la sortie de l'eau de rejet. L'eau de rejet s'écoule. Et à ce point, nous pouvons observer un autre manomètre à glycérine, qui mesure la pression de la pompe principale. Normalement, les membranes fonctionnent avec une pression comprise entre 70 et 80 psi. À partir d'ici, nous descendons jusqu'à cette vanne à boisseau sphérique. Cette vanne est la plus importante de tout le système de purification, car elle contrôle la pression de la pompe principale. Il est essentiel de trouver l'équilibre correct entre une production élevée et la qualité de l'eau en ppm. Ensuite, l'eau de rejet descend jusqu'à ce tuyau qui l'achemine vers le drain, car cette eau est très concentrée en sel et n'est pas potable. Dans certains cas, cette eau peut être utilisée pour l'arrosage des arbres et des plantes, ou pour le nettoyage. En revenant aux sorties de la membrane, l'eau purifiée sort par la connexion d'un demi-pouce. À partir de là, elle est dirigée vers le réservoir d'eau purifiée, où elle est stockée, prête à être distribuée dans les bonbonnes pour la consommation. Voici le réservoir d'eau purifiée, où l'eau est stockée avant d'être distribuée. Nous pouvons également observer ces deux câbles qui entrent dans le réservoir. L'un de ces câbles est relié à un flotteur, qui contrôle le démarrage de la production d'eau. Lorsque le niveau d'eau devient bas, le système redémarre automatiquement. L'autre câble est connecté à un flotteur, qui contrôle le système de monnayeur. Si, pour une raison quelconque, il n'y a plus d'eau purifiée, le monnayeur se désactive afin d'éviter tout problème avec les pièces. À partir de ce point, l'eau purifiée est dirigée vers une pompe, qui est également contrôlée par un contrôleur automatique, et elle est ensuite envoyée vers le distributeur d'eau. À partir de là, l'eau passe à travers un dernier filtre à sédiments de 5 microns. Si, pour une raison quelconque, des particules de saleté sont tombées dans le réservoir d'eau purifiée, ce filtre les retient, assurant ainsi la qualité de l'eau. À partir de là, nous passons au dernier processus, la lampe ultraviolette. Cet appareil détruit les bactéries qui pourraient se trouver dans l'eau purifiée, complétant ainsi la purification totale de l'eau. Il s'active lorsque l'eau est distribuée dans les bonbonnes. Nous arrivons au distributeur d'eau, équipé d'une vanne solénoïde. Lorsqu'une pièce est insérée et que le bouton est pressé, la vanne s'ouvre et remplit la bonbonne en environ 60 secondes.